Hello YouTube, on est de retour sur le chantier et en ce moment il nous arrive vraiment que des trucs super relous. C'est vraiment trop la galère, vous allez voir. Bon, c'est la galère. Ça fait plusieurs jours qu'on travaille dans la cuisine et qu'on se dit c'est bizarre parce qu'il y a quand même vachement de bruit alors qu'on a fait changer nos fenêtres pour des super doubles vitrages de ouf et qu'on est censé plus rien entendre de l'extérieur et franchement ici dans la cuisine on entend comme si la fenêtre était ouverte donc c'est trop chelou. Et on était tranquillement en train de faire nos murs et tout ça et on s'est rendu compte d'un truc, je vous montre. C'est que à cet endroit-là de la fenêtre, on trouvait qu'il y avait vachement de son qui passait. Quand tu mets l'oreille, t'entends grave le bruit extérieur. Et en fait, bon, c'est un peu dur de voir à la caméra et je peux pas faire mieux parce que je suis la tête collée au plafond. Mais en fait, il y a un trou ici. Il y a un jour. Donc quand tu mets l'œil, eh ben, tu vois l'extérieur. En fait, tu vois que le cadre, le ventail de la fenêtre repose pas contre le bâti. Normalement, il y a un petit joint, une espèce de mousse qui vient se compresser l'un contre l'autre quand les deux sont fermés. Et c'est ça qui fait l'étanchéité au son. Et du coup, là, eh ben, en fait, il y a un petit jour, on voit l'air, on voit l'extérieur et on voit que le joint n'est pas compressé. Alors que si on regarde ce ventail-là, par exemple, on voit que c'est bien compressé contre le bâti. Et là, il y a un jour. Donc je vais appeler la paire et puis je vais voir ce qu'ils vont me dire. Bon bah c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai réussi à avoir quelqu'un tout de suite. Et le monsieur a été super gentil, il m'a dit qu'il s'occupait du dossier et que j'allais être recontactée pour venir faire un réglage sur le ventail. Et si le réglage n'était pas suffisant et que c'était le ventail qui était voilé, qu'il me le remplacerait. Donc je suis plutôt vraiment satisfaite du suivi client. Je suis en train de faire les repérages pour la plomberie et en fait je sais pas à quelle hauteur me mettre pour mon évacuation parce que je sais pas qu'est-ce qui appartient aux toilettes et qu'est-ce qui fait partie de l'évacuation. Et comme nous on va remplacer ces toilettes par des toilettes suspendues, ben j'aimerais bien que tout ça là, ça soit caché par le bâti et que le bâti des toilettes il arrive là, comme ça tout est enfoui et on voit pas ça parce que c'est franchement pas très beau, hein. Ça fait plusieurs jours qu'on est en train de réfléchir à notre système d'évacuation. Donc hier, on est allé acheter des pipes pour commencer à réfléchir à comment on allait faire tout ça. C'est pas simple. Enfin, les pipes ça va parce que ça s'emboîte comme des Lego. Donc il suffit d'acheter les bonnes dimensions et d'arriver à faire le bon cheminement. Ça c'est plutôt rigolo. Le truc qui est un peu compliqué, c'est toujours de se rebaser sur l'existant. Nous, ici, le truc un peu bizarre, c'est cette évacuation des toilettes qui est à moitié enfouie dans le sol, qui fuit à moitié. On ne sait pas ce qui fait partie des parties communes, ce qui fait partie de l'appartement, ce qui a été rajouté par les anciens propriétaires. Tout est vraiment très bizarre et surtout, comme d'habitude, il y a plein de choses qui s'intercalent. On doit penser à ce qu'il faut faire avant et ce qu'il faut faire après et pas s'embarquer dans le truc et se retrouver en galère parce qu'on n'a pas pensé à ci ou ça avant, donc on essaye d'anticiper. Pour pouvoir déconnecter les toilettes ici, on a l'arrivée d'eau, donc ça c'est ce qui remplit la chasse d'eau qui arrive jusque dans la chasse d'eau. Ce qui veut dire que nous, le jour où on décide de bouger les toilettes pour s'occuper de notre évac, il faut qu'on vienne couper l'eau à l'arrivée, donc ici c'est le tuyau d'eau qui arrive dans l'appartement, qui descend le long de notre mur de la salle de bain. Donc l'idée c'est de venir couper ce tuyau ici, comme ça tout le tuyau est apparent et on sait exactement par où il passe, et on peut avoir notre arrivée d'eau ici pour avoir quand même un point d'eau dans l'appartement, et ensuite venir trafiquer ce qui se passe dans le mur qui est un petit peu bizarre, et comme ça on est sûr de pas faire de dégâts des eaux et de rien toucher à la plomberie qui est encastrée dans les murs. Donc ça c'est la première étape. Ensuite, on a monté le trépied du ballon. Donc le trépied du ballon, c'est assez facile à monter, il suffit juste d'emboîter les pieds dans les socles. En plus, c'est indiqué la partie qui va contre le mur. Donc ça prend vraiment 30 secondes à monter. Ici, on avait fait des prises, donc une prise pour l'alimentation du ballon et une prise pour l'alimentation des toilettes au cas où on mettrait des toilettes japonais. Et finalement, cette prise, elle est trop loin, donc il va falloir qu'on la rebouche, pareil, avant d'installer le ballon, puisque sinon, après, on n'aura plus accès.
Ici, on va avoir la distribution, donc ça pareil, il faut qu'on s'en occupe avant de mettre le ballon, parce qu'après, pareil, on n'aura plus accès. Et ici, ce coffrage qu'on avait enlevé au début des travaux pour voir un peu ce qui passait à l'intérieur et ce qu'il y avait comme tuyau d'évacuation, bah du coup, il faut qu'on le reconstruise également avant d'installer le ballon, parce que sinon, pareil, on n'aura plus accès. Donc on a tout ça à faire avant de pouvoir vraiment travailler en fait sur notre évacuation et sur notre plomberie. Donc voilà, à chaque fois, il faut anticiper les choses pour réfléchir à ce qui vient avant et ce qui vient après et dans quel ordre on fait tout ça. Bon, je viens de rappeler le magasin parce que ça fait maintenant une semaine que je les ai contactés pour notre problème de fenêtre et évidemment, je n'ai pas eu de retour. Ils viennent de me dire qu'ils étaient au courant, que ça avait été signalé, qu'ils recontactaient l'entreprise qui s'est occupée de la pause et que normalement, ils devaient me rappeler dans la journée. Donc on va voir. Décidément, c'est la série des mauvaises découvertes. Donc on était trop contents parce qu'on s'est fait livrer nos portes et on vient de découvrir que cette porte est endommagée. Mais pas un petit truc, hein. On se rend pas trop compte je pense à la caméra, mais ça fait vraiment comme si ça avait pris un gros coup, c'est enfoncé. Et du coup, ben, je sais même pas comment ça peut se réparer, à mon avis ça va toujours se voir. Donc on va essayer de contacter Leroy Merlin et puis on va voir ce qu'il nous trouve comme solution. Mais je suis dégoûtée. Parce que je l'ai pas vu à la livraison, je m'en suis pas aperçue. Et là, c'est en retournant la porte, en fait, elle était posée à l'envers comme ça. Et du coup, ça, c'était entre les deux portes et je m'en suis pas aperçue. Et en fait, là, on vient de la retourner, on vient de voir que, en fait, elle est comme ça. Ah, ça fait chier. Bon, il nous arrive un truc un peu relou. Et c'est un autre truc que la fenêtre qui ferme pas bien. Et pour info, on est aujourd'hui à 3 semaines de mon premier appel pour la paire et bien sûr, personne ne m'a rappelé, je n'ai toujours aucune nouvelle de l'artisan qui doit venir faire la vérification. Entre-temps, on s'est aperçu qu'il y a une autre fenêtre qui ferme pas bien. Alors celle-ci, pour le coup, il n'y a pas de jour au-dessus de la fenêtre, mais par contre, elle râpe en fait contre le bas du bâti quand on la ferme, donc je sais pas si c'est le poids des fenêtres qui fait qu'elles ont tendance à tomber ou si c'est juste que ça n'a pas été réglé au départ le jour de l'installation. Mais du coup, c'est vraiment relou pour nous. Donc, on croise les doigts, on espère qu'il y a quand même quelqu'un qui va nous contacter, qu'il y a quand même quelqu'un qui va finir par venir pour faire les derniers réglages sur ces fenêtres. On verra, mais le truc que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est un autre truc bien plus relou que ça. Venez voir. Donc on se trouve ici dans notre chambre. Et l'autre jour, en arrivant à l'appart, on s'est aperçu que... voilà. Donc je sais pas si vous vous rendez bien compte, parce que les murs sont déjà un peu crado et tout, mais en gros, cette tache-là, un peu plus foncée, et ben c'est un nouveau dégât des eaux. Donc, vous allez me dire par rapport à celui-là, ça fait pas autant flipper, mais quand même, parce que en fait, quand on met la main, c'est quand même humide, et quand on met le testeur d'humidité, ben, c'est quand même 50% d'humidité. Et clairement, vu la gueule des murs, c'est pas la première fois que ça arrive. Je suis montée chez mon voisin du dessus pour voir si ça venait de chez lui. Je me suis imaginé qu'il avait peut-être sa cuisine ou sa salle de bain à cet endroit-là. En fait, il n'y a pas du tout d'eau à cet endroit-là. Toutes les arrivées et les évacuations d'eau de l'immeuble sont à d'autres endroits. Ça vient pas de chez lui et lui, il a même pas son mur ni son sol qui est mouillé à cet endroit. Donc clairement, ça vient pas de l'immeuble. A priori, ça viendrait de l'immeuble mitoyen parce que ici, en fait, contre ce mur-là, c'est le mur de l'immeuble d'à côté. Et vous imaginez la fuite que ça doit être pour que ça arrive à transpercer les murs qui sont quand même en pierre, qui sont quand même épais entre les deux immeubles et que ça arrive jusqu'à chez moi. On va dire qu'on a de la chance dans notre malheur parce qu'on a quand même pu s'infiltrer dans l'immeuble et arriver quand même à rencontrer des gens de la copro et à indiquer à la personne qui vit dans cet appartement, qui est apparemment locataire, qu'il y avait des fuites chez lui. Bon, évidemment, lui, il a fait style que oui, il y avait eu des fuites, mais ça avait été réparé, et clairement pas, puisque ça continue à couler ici. On a pu joindre la propriétaire et le syndic. Donc la propriétaire, évidemment, elle a pris la décision de couper l'eau tout de suite dans l'appartement, donc depuis, ça coule plus. Mais du coup, ça veut bien dire quand même que ça vient a priori de chez eux. On a contacté le syndic, donc le syndic hyper réactif, ça c'était plutôt cool, sauf que comme il n'y a pas eu de signalement au niveau de leur immeuble et qu'apparemment il n'y a que nous qui avons des fuites ici,
En fait, c'est à nous de contacter notre syndic. Comment dire ? Vous savez que depuis qu'on est arrivé ici, on a un peu des problèmes avec notre syndic et franchement c'est pas de notre faute parce que nous on est arrivés gentils, de bonne volonté, en mode on veut bien s'intégrer dans l'immeuble, sauf que je sais pas pourquoi, ils nous ont pris en grippe depuis le début, ils sont arrivés en mode oui c'est des petits jeunes qui sont en train de tout casser dans l'appartement, ils nous ont demandé genre si on allait faire du Airbnb, enfin comme si on était vraiment des hors-la-loi, qu'on allait saccager l'immeuble, enfin bref. Donc quand ils sont venus, ils ont voulu voir tous les travaux qu'on faisait dans l'appartement. Nous, on les avait contactés pour les fissures. Les fissures, ça fait presque 5 mois, il n'y a jamais eu d'intervention et il n'y a jamais eu de retour. Les choses qu'on demande à mettre à l'ordre du jour pour l'Assemblée Générale, bah, elles n'ont pas été mises à l'ordre du jour. Et le pire même dans tout ça, c'est qu'on n'a même pas été convoqués à l'AG. Donc en gros, ils ont décidé de nous snober, ils ont décidé de nous ignorer et de faire comme si on faisait pas partie de la copro, de faire comme si on n'existait pas en fait. Par contre, évidemment, ils pensent bien à nous envoyer les charges. Donc c'est vraiment déjà un peu blessant, en fait, je dois dire, parce que nous, on est quand même des gens bien, on est quand même des gens gentils, on crée pas des problèmes, enfin voilà, et en fait, on se retrouve dans une situation comme si on était en faute alors qu'on n'a rien fait. Donc déjà, franchement, c'est un peu chiant, et surtout que, du coup, quand on a besoin de quelque chose, en fait, on n'a pas de retour du syndic. Donc, autant le syndic de l'immeuble mitoyen, je les ai eu 3 fois au téléphone, à chaque fois on a pu échanger et tout ça. Sauf que comme c'est à notre syndic d'intervenir en premier lieu et ensuite à eux de se mettre en contact avec le syndic de l'immeuble mitoyen, autant vous dire qu'on a envoyé un mail il y a 1 semaine, on n'a jamais eu de réponse, on a essayé de les appeler quasiment tous les jours depuis, on n'a aucune réponse, ils nous répondent pas au téléphone. Le syndic de l'autre copropriété leur a envoyé un mail pour leur demander d'intervenir et ils n'ont pas non plus répondu. Donc voilà, c'est franchement la galère parce que des infiltrations d'eau comme ça peut avoir des répercussions quand même graves pour l'immeuble et surtout tant que c'est pas vraiment réparé, ça continue à couler parce que le jour où ils rallument l'eau chez eux, on va avoir à nouveau une infiltration, un dégât des eaux ici. Donc heureusement, la propriétaire est quand même de bonne foi. Elle doit faire intervenir un plombier dans les jours à venir. Bon, ça devait déjà être en fin de semaine dernière, maintenant ça sera qu'en milieu de cette semaine. Mais finalement, si la recherche de fuite est infructueuse ou si ils décident de pas réparer ou que c'est mal réparé, ça va continuer à couler chez nous et on est complètement impuissant en fait. Donc c'est vraiment frustrant. Surtout que concrètement pour nos travaux, ce que ça veut dire, c'est que nous on avait prévu dans cette pièce, comme il reste pas grand chose à faire, de s'attaquer à la rénovation du plafond, ensuite la rénovation des murs, c'est-à-dire en gros finir de réparer les fissures, faire les enduits, pour ensuite poser le parquet et ensuite poser les plinthes, les corniches et faire la peinture. En gros cette pièce elle est quasiment finie. Sauf qu'évidemment, avec un dégât des eaux comme ça, ça prend plusieurs mois avant de sécher, c'est hyper long à sécher. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire les enduits, parce que ça va pas tenir, ça va craqueler, ça sert à rien, quoi. Donc on peut pas faire les enduits, tant qu'on peut pas faire les enduits, évidemment on peut pas finir la pièce, on peut pas continuer, faire la peinture, etc. Donc, comme c'était la pièce où on avait prévu quand même d'habiter, entre guillemets, le jour où on va déménager si l'appartement n'est pas fini, on est un peu obligé de revoir nos plans. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va pouvoir poser le sol dans cette pièce, on va pouvoir poser le parquet, la sous-couche est déjà posée, donc on n'a plus que le parquet à poser pour finir le sol. Ça, on va pouvoir le faire rapidement. Par contre, après, il faudra qu'on protège à mort le parquet pour qu'il ne soit pas abîmé quand on fera les enduits et les peintures. Il va falloir qu'on s'active sur ces pièces-là pour qu'elles soient vivables. J'avais commencé déjà il y a quelques jours, quelques semaines, à gratter le plafond. Donc franchement, c'est vraiment chiant à faire. J'essaye de faire ça 1 heure ou 2 heures par jour, histoire que ça soit pas trop long et fastidieux. Le fait de couper, ça permet de le faire plus facilement. Mais bon, on est d'accord que le top du top, ça serait d'avoir 10-20 scènes qui
et qui viendrait faire les plafonds et les murs à la maison. Vous connaissez pas Dys Vincennes? Dys Vincennes, c'est l'expert de l'enduit, l'expert de la réparation des plafonds tout pourraves, l'expert des murs dégueulasses, et il te répare tout et il te fait un appartement de rêve avec des murs qui ont vécu la guerre. Donc je sais pas si on se laissera tenter par faire venir Dys Vincennes à la maison. Faudra qu'on regarde ses tarifs. Mais de toute façon, Stéphane il a envie de tester, de le faire au moins sur une pièce pour voir si on y arrive et ce que ça donne. Donc il y a de fortes chances que la pièce cobaye, ce soit ma pièce de couture. Donc où il va falloir qu'on s'attaque en détail au plafond ici. C'est franchement dur hein, parce que tu pars d'un plafond qui est pas trop dégueulasse, enfin il y a quand même des fissures mais bon il est pas trop pourri et t'es obligé de le gratter et du coup bah, ça devient un truc vraiment tout pourri du coup. Au départ pour gratter les fissures des plafonds j'utilisais ça, donc le riflard, mon Kevlar et ça, une spatule à tête triangulaire. Et ça marchait pas de ouf. Ça marche, mais c'est dur. Et j'ai vu que Dys Vincennes, sur ses vidéos, il fait tout au cutter. Alors, j'ai testé, et effectivement, c'est beaucoup plus rapide, et ça marche carrément mieux. Alors, ça m'empêche pas d'utiliser toujours ces outils-là en complément, mais du coup, ben, c'est un bon trio. Vous vous rappelez quand on avait parlé de la rouille sur les poutres métalliques qui créent des fissures? Et ben là, c'est clairement ça. C'est-à-dire que le fait que les poutres métalliques rouillent, qu'il y ait ces petits surplus, ces petites écailles de rouille qui se forment, et ben du coup, ça pousse et ça détache petit à petit le plâtre du plafond et ça fait des fissures. Et du coup, cette partie-là, elle était un peu en surépaisseur, elle était un peu décalée par rapport au reste du plafond, elle n'était pas bien à plat, elle sortait un peu du reste du plafond. Et quand j'ai mis ma tête triangulaire à l'intérieur, bim, et ben tout ça s'est tombé. Ça nécessite vraiment d'être réparé, on ne peut pas laisser ça en suspension au plafond. Mais bon, il y a vraiment du taf. Bon, je suis désespérée. C'est vraiment trop long et chiant à faire. J'ai passé genre 1 heure et on dirait que j'ai rien fait. Donc, je capitule. Alors, on a réfléchi et on va s'attaquer au dressing. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit de l'appartement où il y a le plus petit espace de plafond et qu'on s'est dit que pour s'entraîner, tant qu'à faire, c'était pas mal de commencer sur un tout petit espace. Le plafond, il est évidemment dégueulasse, il est tout fissuré, il y a vraiment du boulot. Donc comme ça va nous permettre de tester nos compétences en matière de réparation de plafond et si on s'en sort, on pourra s'attaquer aux autres pièces. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie de faire. Depuis le début du chantier, j'arrête pas de dire « Oh, ça serait bien qu'on prenne un mec pour nous faire les murs et les plafonds ». Stéphane, il est chaud, il a envie de tester. Donc, eh ben on va tester. Constatons tout d'abord l'étendue des dégâts. Alors, le plafond, ben oui, quand je vous dis qu'il est pourri, je vous mens pas. Donc, oui, bon, la peinture écaillée, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est ces fissures-là. Parce que je sais qu'en grattant la peinture, oh, bah, le plafond, il va me tomber sur la tête. Ensuite, il y a des trous ici qui avaient été rebouchés, il y avait des anciennes étagères. Mais bon, du coup, il y a vachement de dénivelé avec le mur. Donc ça, on va s'amuser aussi à faire des murs bien droits, bien plats. Et puis ce mur-là, alors lui, il a plein de petits trous. Plein de petites irrégularités, d'imperfections. Donc ça, c'est pareil. J'espère qu'on va arriver à se débrouiller avec ça. Ici, ah oui, ici, je vous avais pas montré. Vous vous souvenez, c'est la porte du dressing. Donc la porte du dressing, c'est celle qu'on a insérée dans un rail au mur
et un montant qu'on est venu emboîter l'un dans l'autre. Du coup, on avait voulu fixer en collant, mais en collant c'était pas très pratique, donc on avait mis des petites vis le long de ce rail et de ce montant. Déjà on avait galéré pour les mettre parce que c'était difficile de percer le rail et le montant en même temps, mais surtout on avait du coup des petites vis qui dépassaient, et pour doubler avec le BA13 c'était pas super. Et du coup j'avais dit qu'à mon avis la meilleure option c'était de découper des petites bandes et de venir les mettre entre chaque vis, en laissant un trou à chaque fois à l'endroit où il y avait des vis, parce que si on plaquait le BA13 par-dessus la vis, ça bombait un petit peu, ça faisait une surépaisseur au-dessus de la vis. Et c'est ce qu'on a fait, donc on a collé en fait les BA13 avec du MAP, et on les a coupés à chaque fois à l'endroit des vis, en laissant la place des vis, on est venu mettre la deuxième bande juste en dessous de la vis, ainsi de suite. Et ça a bien fonctionné. Donc on valide cette méthode. Ensuite, au-dessus de la porte du dressing, donc ça c'était du BA13, moins de soucis du coup que les anciens murs existants. Par contre, on s'était gouré un peu quand on avait découpé notre BA13 et on avait mis le bord aminci en bas, alors que sur les autres portes, on a essayé de mettre le bord aminci plutôt en haut. Mais du coup on voit plus parce qu'il y a les goulottes, et surtout comme ça va être recouvert par une corniche, du coup on s'en fichait que le bord aminci soit là. Alors que dans le dressing, je me souviens qu'en découpant la plaque, je m'étais gourée. Du coup il va falloir qu'on refasse un mur droit ici. Et puis en plus je pense que dans le dressing on n'aura pas tous les habillages qu'on a dans les autres pièces, on va pas mettre de corniche, on va pas mettre de baguettes décoratives et tout, on s'en fiche parce que de toute façon ça se verra pas depuis l'intérieur. Le dressing c'est pas une pièce dans laquelle on est enfermé à l'intérieur, c'est plutôt une pièce où on rentre et puis on ressort. On n'est jamais dans un dressing. Et je vois que Stéphane n'a pas fait les bandes. Donc il y a les bandes à faire ici dans le dressing. Là, on a notre installation pour notre borne Wi-Fi, puisque on en a parlé lors du coffret de communication. On a 2 bornes Wi-Fi qu'on installe dans l'appartement pour que ce soit bien réparti partout et qu'on ait de la connectivité partout. Et voilà, puis après ça c'est les murs en BA13, donc ici moins de problèmes. Et on a évidemment le sol, qui est aussi un gros sujet. Donc ce sol-là, comme les autres sols de l'appartement, donc on aura la sous-couche Dynachoc et le parquet. Ici, évidemment, on met du parquet droit, c'était pas la peine de mettre du chevron dans cette pièce, on va même pas le voir. Et du coup, ce que je me dis, c'est que j'ai envie de récupérer en fait toutes les lattes de parquet qu'on n'aura pas posées dans les autres pièces, parce que ce sera les chutes ou ce sera les lattes qui sont un peu moches, et de les mettre dans le dressing. Donc ce sera probablement la dernière pièce où on viendra poser le sol, parce que pareil pour le Dynachoc, à mon avis, on va poser les chutes de Dynachoc. Voilà, vous savez tout, et surtout vous voyez qu'il y a du taf, donc c'est parti. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que cette fuite, elle s'est agrandie. C'est encore plus grand. La dernière fois, ça allait que en dessous des petites traces blanches ici et ici. Maintenant, ça fait carrément tout le mur ici. J'en ai marre! Malgré tout, on se décourage pas, on reste motivé et on se dit que ça ira mieux la semaine prochaine. Bisous!